Aussi, propose-t-il des tarifs préférentiels sur les facteurs de production, eau, électricité, Internet haut débit et téléphone, entre autres. Il favorise la libéralisation, notamment de la production et de la distribution de l'électricité dans le parc. Il protège l'investisseur et le met dans un environnement adéquat et sécurisé du travail. Le parc industriel international de Diamniadio et de la distribution de l'électricité dans le parc. Son excellente connectivité, son positionnement novateur, ses infrastructures de dernière génération, ses services de très grande qualité, ses tarifs préférentiels sur les facteurs de production positionnent le Sénégal en tant que l'Afrique de l'Ouest. C'est aussi un cadre de gouvernance adéquat permettant de garantir un service aux investisseurs de classe mondiale et des performances optimales d'exploitation assurées par la PIX et la POSI. Aujourd'hui, le parc industriel international de Diamniadio, avec l'adoption du plan Sénégal émergent PSE, unique cadre de référence de la politique économique et sociale du gouvernement, le Sénégal place le secteur privé au cœur du processus de création de richesses et d'emplois. Une série de réformes économiques a favorisé un environnement des affaires propice aux investissements. Ces mesures offrent des opportunités tant pour les entreprises locales que pour les investisseurs étrangers. C'est dans ce contexte que le parc industriel est construit. Au cœur de la nouvelle boucle mondiale, ce parc est accessible par l'autoroute à péage et la route nationale. Il est à 5 minutes du chemin reliant l'aéroport international d'Etienne à 20 minutes et à 30 minutes du port de les ports les plus importants de l'Afrique de l'Ouest. Le parc industriel international Diamniadio, P2I, développé sur financement de l'État du Sénégal, est conçu pour offrir un environnement des affaires de classe mondiale avec des conditions optimales de compétitivité aux manufactures diverses, désireuses de s'y implanter et répondre à la demande des investisseurs en matière d'équipement et de services, à savoir une offre immobilière sur mesure et compétitive, des bâtiments clés en main, des plateaux de bureaux modulables, des lots d'espace destinés aux activités professionnelles. Un guichet unique regroupant les différents services clés de l'État pour des procédures administratives accélérées. Des antennes ou délégations de personnel à temps plein de ces administrations seront réunies dans un espace dédié au sein du parc. Le parc industriel international de Diamniadio est un environnement pensé avec l'essentiel des services et fonctionnels, 24 heures sur 24. Le parc industriel international de Diamniadio offre aux investisseurs des avantages fiscaux et non fiscaux
Bonjour à tous, je suis Omar Kiam, le directeur de l'école de management et de la recherche du groupe ISM. Nous sommes très contents d'être là avec vous, en tout cas de vous accueillir au sein de l'établissement de manière virtuelle. Nous allons démarrer dans quelques minutes le temps d'attendre tout simplement les derniers connectés. Merci encore à vous d'être connectés. À tout à l'heure.
Bonjour à tous, re-bienvenue au sein du groupe ISM, du moins virtuellement, pour ce symposium dédié à l'industrialisation. Je suis Dr Omar Thiam, directeur de l'école de management et de la recherche du groupe ISM. Nous d'abord vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Nous remercions également et très respectueusement les officiels, M. Moustapha Diop, le ministre du Développement industriel et des petites et moyennes industries, M. Aronou Kaboré, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat du Burkina Faso, Mme Aïssa Kabo, représentante résidente de la commission de l'UEMOA à Dakar, au Sénégal donc, et M. Christophe Yvetot, représentant de l'ONU pour le Sénégal, le Cap-Vert, la Mauritanie, la Gambie et la Guinée-Bissau. Nous aurions naturellement aimé organiser ce symposium en présentiel, en réunissant tous les acteurs, mais malheureusement, du fait du Covid, nous étions dans l'obligation de le tenir en ligne. À l'heure d'une crise mondiale très dynamique et très mondialisée, et au moment où plusieurs régions du monde affichent un ralentissement de leur progression économique du fait de ce Covid, l'Afrique apparaît moins impactée sur un plan sanitaire et devrait donc préparer la période post-crise avec beaucoup plus d'initiatives et d'ambition afin de provoquer un véritable déclic. Cette crise inédite est aussi une formidable opportunité pour nous, pays africains, d'accélérer notre processus d'industrialisation, car une économie industrialisée, c'est une économie qui crée de la valeur, qui produit, qui crée des emplois et qui crée donc de la croissance. En somme, une économie plus compétitive, plus forte. Y réfléchir et apporter notre contribution est le sens de ce symposium organisé par le groupe ISM et ses partenaires. Il réunit différents experts, chercheurs, directeurs de sociétés qui vont aborder tout au long de cette journée différentes problématiques relatives à notre nécessaire processus de développement industriel. À la suite de la cérémonie d'ouverture, nous aurons 3 panels tout au long de la journée sur différentes thématiques complémentaires. La première problématique qui sera abordée portera sur le cadre réglementaire, fiscal et institutionnel pour une gestion optimale de notre secteur industriel. Le deuxième panel portera sur comment accroître la compétitivité des industries au sein de l'UEMOA, comment développer les capacités productives et promouvoir la diversification. Et enfin, après qu'on ait dit tous ces points-là, nous aborderons la problématique du financement du industrie. Alors, il était prévu que cette cérémonie officielle soit modérée par M. Jean-Baptiste Plaka, que je vais présenter, journaliste international depuis plus de 30 ans. Il a été chef du desk étranger à l'agence togolaise de presse de novembre 1978 à juin 1983.
grand reporter puis rédacteur en chef adjoint à Jeune Afrique de 1984 à 1990, directeur de la rédaction à Jeune Afrique Économie d'avril 90 à novembre 96, et également directeur de la rédaction de L'Autre Afrique, organe qu'il a eu lui-même à développer. Et depuis 2017, Jean-Baptiste Plaka, vous le connaissez, il consacre chaque samedi sur Radio France Internationale un éditorial sur l'actualité politique, économique et sociale du continent. Cher Jean-Baptiste, on me signale toujours que M. Plaka n'est toujours pas connecté, quelques soucis de connexion à son niveau, certainement. Nous allons démarrer, donc, sans attendre, la cérémonie d'ouverture officielle qui va être organisée de la manière suivante. Nous aurons d'abord l'intervention de M. Abdou Diouf, directeur général du groupe ISM, que nous remercions et saluons au passage, et avec tout le comité de direction du groupe ISM qui ont permis l'organisation de cette activité, sans oublier bien sûr le président directeur général du groupe, M. Kamil Senradji. Alors, nous allons démarrer par son intervention et à la suite de l'intervention de M. Diouf, M. Kaboré, ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat du Burkina Faso, prendra la parole s'il est connecté. Ensuite, on aura Mme Aïssa Kabo, représentante résidente de l'UEMOA au Sénégal. Et enfin, nous terminerons avec une présentation de M. le secrétaire général, M. Adama Bayras Ndiaye, représentant donc le ministre du Développement industriel et des petites et moyennes industries du Sénégal. Merci à vous d'être venus nombreux, de vous connecter. Nous allons sans plus tarder donner la parole à M. Abdou Diouf, directeur général du groupe ISM. M. Diouf, vous avez la parole. Merci. Monsieur, est-ce que vous nous entendez? Si vous nous entendez, vous pouvez cliquer sur votre micro. Vous avez la parole. Merci. On me signale que M. Plaka vient de se connecter. Cher Jean-Baptiste, nous sommes très contents de t'avoir parmi nous. Nous connaissons ton amour pour le continent, pour l'Afrique, et nous t'écoutons tous les samedis matins à travers tes chroniques, ton éditorial, parler du continent et du devenir de notre belle Afrique. Cher Jean-Baptiste, je te donne la parole pour introduire M. Abdou Diouf, directeur général du groupe ISM. Merci. Jean-Baptiste, est-ce que tu nous entends? Si tu nous entends, tu peux cliquer sur ton micro et prendre la parole pour modérer cette première session d'ouverture. Alors, nous allons introduire tout de suite le directeur général du groupe ISM, le temps que M. Plaka active son micro. Donc, M. Diouf, ravi de vous recevoir chez vous au sein du groupe ISM. Et merci également à vous et également au CODIR d'avoir permis l'organisation de cette belle manifestation, ce symposium dédié à l'industrialisation. M. Diouf, vous avez la parole. Merci à vous. Merci beaucoup, Oumar. Merci à tout le monde. Monsieur le ministre Moustapha Diop, ministre du Développement industriel des petites et moyennes industries du Sénégal, Monsieur Arona Kaboré, ministre du Commerce, de l'Artisanat du Burkina Faso, Madame Aïcha Kabo Sidiki, représentante résidente de la Commission de l'UEMOA, Monsieur Christophe Yvetot, représentant de l'ONUDI au Sénégal, Cap-Vert, Gambie, Guinée et Mauritanie, Mesdames et Messieurs les hautes autorités qui participent à ce symposium, Mesdames et Messieurs les différents panélistes,
messieurs les modérateurs des différents panels, chers invités, chers participants. C'est un immense plaisir et un honneur pour l'ISM de vous savoir présent ou connecté ce jour pour consacrer votre temps si précieux à réfléchir sur une question lancinante et ô combien importante pour le continent, la question de l'industrialisation ou du développement industriel de l'Afrique. En initiant ce symposium, l'objectif de l'ISM est de contribuer par la réflexion, mais aussi par l'action, à replacer la question du développement industriel de nos pays au centre des préoccupations des décideurs, mais aussi des entrepreneurs. Les réalités vécues au quotidien dans le continent, à savoir un chômage endémique des jeunes, dû à la rareté d'emplois formels, la pauvreté qui semble s'enliser au niveau de toutes les couches sociales, nous paraissent inquiétantes et méritent qu'on leur trouve des solutions. Malgré les immenses richesses du sol et du sous-sol africain, nos économies restent les moins performantes du monde. Et pourtant, le secteur primaire fait de grands progrès avec des productions records dans plusieurs pays. Le secteur tertiaire connaît également un développement fulgurant avec une économie de services impulsée par le dynamisme des nouvelles technologies. Mais ce dynamisme du secteur primaire et tertiaire semble laisser en rade celui du secondaire qui se reflète par un tissu industriel très peu dense, voire inexistante par endroits. Notre conviction profonde est que cette pauvreté du tissu industriel africain contribue largement à sa stagnation économique. Ce symposium est l'occasion pour nous de recueillir des réponses concrètes auprès des experts qui se sont penchés sur cette question. Je remercie toute l'équipe de l'ISM autour du Dr Oumar Thiam, directeur de l'école de management, qui s'est mobilisé depuis 3 mois pour organiser cette rencontre que nous voulons inscrire dans l'agenda des grandes dates du continent. L'ISM remercie tous les experts panélistes que nous écouterons à travers les différents panels de la journée. L'ISM remercie également les partenaires institutionnels qui ont soutenu cette initiative, à savoir l'ONUDU, l'UEMOA, la commission de l'UEMOA, l'APROSI, le think tank Wati, Senbus, Sédiment, le cabinet CGF Bourse, Deloitte, le cabinet Deloitte, Alpha et le journal Réussir. L'ISM remercie singulièrement les ministres, Moustapha Diop et le ministre Arona Kaboré, qui ont bien voulu prendre de leur si précieux temps pour présider la cérémonie de ce matin. Je souhaite un plein succès à ce symposium et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général, pour les mots qui ont été prononcés et pour les motivations. Évidemment, il y a eu toute une équipe qui a travaillé autour de ce projet depuis quelques mois pour donner corps à ce symposium. On aura l'occasion ici de remercier toute l'équipe du groupe ISM. On me signale que M. Plaka est bien disponible et que son groupe est actif. Cher Jean-Baptiste, je te laisse prendre la parole. Tu cliques sur ton micro, ce qui te laisse le temps de modérer cette cérémonie d'ouverture. Jean-Baptiste, est-ce que tu m'entends? Alors, apparemment, il a toujours quelques soucis de connexion. Nous allons donc continuer cette cérémonie d'ouverture en donnant tout simplement la parole à M. Christophe Yvetot, représentant de l'ONUDU au Sénégal, comme je l'ai dit tantôt, à la fois au Sénégal
au Cap-Vert, en Mauritanie, en Gambie et en Guinée-Bissau. Monsieur Yvetot, vous avez la parole. Vous pouvez cliquer sur votre micro. Merci. Est-ce que vous me voyez? On vous voit et on vous entend, Monsieur Yvetot. Très bien. Ben, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux d'être ici ce matin avec vous. Tout d'abord, Son Excellence Monsieur Harouna Kaboré, ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat du Burkina Faso. Son Excellence Madame Aïssa Kabo Sidikou, représentante résidente de la commission de l'UEMOA à Dakar. Monsieur le secrétaire général du ministère du Développement industriel et des petites et moyennes industries et monsieur le directeur général du groupe ISM. Mesdames et messieurs les représentantes et représentants des différents pays membres de l'UEMOA, du secteur privé et de la société civile, distingués invités, mesdames et messieurs, tout d'abord, je voudrais dire que je suis très honoré d'avoir été invité à cet important symposium sur l'industrialisation en Afrique et particulièrement dans les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, donc le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Je tiens particulièrement à remercier les organisateurs, notamment le groupe ISM et son directeur général Abdou Diouf, ainsi que monsieur Omar Thiam, avec qui j'ai échangé régulièrement depuis quelques semaines. Je suis très heureux de pouvoir échanger dans le cadre de l'UEMOA et avec l'UEMOA. En effet, l'ONUDI travaille en partenariat avec l'UEMOA depuis 2001, notamment sur les questions de politique industrielle, en particulier le soutien en matière d'infrastructure qualité, tout ce système de normes, standards, laboratoires qui est nécessaire pour la compétitivité de l'industrie, mais aussi la mise à niveau industrielle, l'énergie durable et aussi la production locale de produits pharmaceutiques, entre autres. Et cette coopération, elle est bien vivante, avec aujourd'hui le programme de compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, qui, pour un montant de 120 millions d'euros, qui au niveau de l'ensemble de la CEDEAO et qui est financé par l'Union européenne et que l'ONUDI co-gère avec le Centre du commerce international et qui a pour but justement de renforcer la compétitivité des pays de l'UEMOA, entre autres. Aussi, à travers le Centre régional pour l'énergie durable et l'efficience énergétique, ECRE, qui aussi bénéficie à tous les pays de l'UEMOA avec l'assistance technique et de l'aide aux politiques. Et enfin, ce programme dont j'ai parlé, qui vise à la production locale de produits pharmaceutiques, qui a permis de concevoir des feuilles de route pour chaque pays de l'UEMOA, et ce qui peut être très utile en ce moment. Et l'ONUDI a aussi préparé et mis en œuvre des programmes pays, des programmes industriels dans la plupart des pays de l'UEMOA et avec les pays de l'UEMOA. Mais ce matin, je voudrais concentrer mon intervention sur 3 points essentiels. Tout d'abord, les raisons de prioriser à nouveau l'industrialisation. C'est tout à fait clair dans l'histoire économique de ces 30 dernières années. On a fait des corrélations statistiques. On montre que à mesure que l'industrialisation progresse, il y a un bien-être des populations, évidemment en termes d'emploi, mais aussi en termes d'accès à l'éducation, à la santé, à chaque fois vous montez de 10% la valeur ajoutée manufacturière, un peu, c'est tout ce qui est produit dans le pays où on ajoute de la valeur. Et donc, à chaque fois que vous augmentez cette part dans le produit intérieur brut, vous diminuez la pauvreté drastiquement. Et donc, cette industrialisation, elle est évidemment importante en termes de rattrapage technologique, parce que pour augmenter la productivité, il faut ajouter toujours plus de savoir-faire, de technologie, et que cela, ça augmente évidemment la productivité, qui fait baisser les coûts et qui permet d'être plus compétitif. Et donc, c'est particulièrement important dans cette période de Covid-19, puisqu'on a vu que la région était très exposée justement à la rupture dans les importations. Et comme la région un peu importe plus qu'elle n'exporte souvent, il faut vraiment accélérer autonomie, cette souveraineté, comme on dit, alimentaire, sanitaire et pharmaceutique.
Tout cela a été déjà un peu, je dirais, identifié, puisqu'il y a un objectif du développement durable numéro 9, l'objectif des Nations Unies, qui parle de l'industrialisation inclusive et durable et qui propose que dans les pays les moins avancés, notamment, cette part de valeur ajoutée manufacturière dans le PIB, l'industrie par rapport au PIB, soit doublée d'ici à 2030. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Il y a eu, il y a quelques semaines, une conférence ministérielle des ministres des Finances de toute l'Afrique. Et cette nécessité, le thème était industrialisation et diversification. Donc cette priorité a été réaffirmée. Et comme vous le savez sans doute, il va y avoir un sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification en novembre dans la région, puisque cette conférence des chefs d'État de l'Union africaine devrait avoir lieu au Niger. Et donc voilà, la région a une opportunité aussi de pouvoir, je dirais, pousser cette priorité à l'industrialisation très prochainement, dans quelques mois. Maintenant, dans toute la région, ce que l'on constate depuis 30 ou 40 ans, il y a un doublement de la population, mais on constate que justement la part d'industrie dans le PIB a soit stagné, soit baissé. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de monde autour de la table, mais le gâteau diminue, donc, ou reste stable. Donc il faut vraiment passer à une autre étape. Même si beaucoup de pays, on l'a vu, avaient 5 ou 6% de croissance, en fait, pour pouvoir absorber cette masse de jeunes qui arrivent sur le marché du travail, il faut pas 5 ou 6% de croissance, il faut plus de 10% de croissance. Alors, comment faire pour passer à ces 10% de croissance et comment le LUDI peut accompagner à la fois l'UMOA, mais aussi les pays membres, à accélérer leur industrialisation et passer à une plus grande échelle en termes d'impact. Alors, tout d'abord, il y a évidemment au niveau régional l'importance de revoir peut-être la politique industrielle au niveau régional pour voir si elle est toujours adaptée à la situation, notamment dans le cadre de la pandémie Covid-19, qui, on l'a vu, a un peu révélé des faiblesses qui existaient déjà, mais qui ont été montrées plus encore. Aussi par la mise en place de programmes régionaux. C'est avec l'UMOA, je dois dire, qu'on a commencé à mettre en place au niveau régional, pas simplement au niveau pays, mais au niveau d'une région, des programmes d'infrastructure qualité, de mise à niveau industriel. Donc c'est là qu'on a un peu testé ces questions, mais qu'on a ensuite pu travailler à plus grande échelle au niveau de la CEDEAO, mais aussi d'autres régions de l'Afrique. Aussi par le soutien aux entreprises, à l'entrepreneuriat, par les clusters, par l'emploi des jeunes. Mais aussi, je voudrais insister par un nouveau programme que le LUDI a mis en place qui s'appelle le programme de partenariat pays, qui est en fait un programme d'accélération industrielle et qui a plusieurs composantes. Et après, je vous donnerai quelques résultats un peu précis tels qu'on les a obtenus au Sénégal, qui était un des pays pilotes avec l'Éthiopie. Et donc, ce programme consiste à avoir une mobilisation politique au plus haut niveau. La politique industrielle ne doit pas être cantonnée, je dirais, est limité au ministère de l'Industrie, même s'il a un rôle moteur et un rôle essentiel de coordination. En fait, la politique industrielle doit être celle de tout le gouvernement, puisqu'il faut des infrastructures, il faut de l'énergie, il faut de la formation professionnelle, il faut de l'éducation, il faut des politiques fiscales et réglementaires. Et donc, c'est l'ensemble du gouvernement qui doit porter la politique industrielle et non pas simplement le ministère du Développement industriel. Ensuite, le deuxième point de ce nouveau programme d'accélération industrielle, c'est la sélection de secteurs industriels prioritaires. On ne peut pas travailler partout à la fois, les moyens sont parfois limités, donc il faut se concentrer sur des secteurs parce que les fonds publics n'y suffiront pas. Il faut absolument mobiliser les investissements privés et aussi publics autour de cette priorité industrielle. Alors, pour ne pas faire trop long, je voudrais citer un exemple, notamment ce programme de partenariat pays que nous avons mis en place au Sénégal,
et qui, en partenariat évidemment, en accompagnant notamment le plan Sénégal émergent, hein, qui est d'abord avant tout le plan du gouvernement et qui nous a demandé le lundi de l'accompagner. Et ce programme a plusieurs composants. Tout d'abord, il y avait la revue de la politique industrielle, et cette politique, peut-être le secrétaire général certainement va en parler, elle a été revue, elle va être lancée dans quelques semaines. Il y a aussi eu la réforme des zones économiques spéciales, afin de permettre d'offrir un cadre. C'est le premier panel dont vous allez, sur ce sujet, dont vous allez discuter. C'est un peu tout ce qui est le cadre des affaires, un peu, je dirais. Et les zones économiques spéciales permettent de déroger au droit commun qui peut être un peu lourd pour permettre aux investisseurs d'avoir les meilleurs avantages. Ensuite, il y a la mise en place de parcs et de plateformes industrielles intégrées. Il y a eu un très beau film sur le parc de Diamniadio que le NUDI a accompagné et accompagne encore. Dès demain, il y aura même pendant un mois des formations en ligne qui vont être lancées sur comment faire des parcs industriels au Sénégal, des parcs éco-industriels, c'est-à-dire qui respectent toutes les normes et qui tirent l'avantage des nouvelles technologies pour justement être plus verts et moins impact sur l'environnement. Donc, il y a un certain nombre de parcs et de plateformes industrielles aujourd'hui au Sénégal. Il y a 4 zones économiques spéciales et donc c'est vraiment un cadre très important. Et ensuite, des agropoles, ce sont des pôles régionaux de compétitivité en matière agro-industrielle qui permettent de mettre ensemble tous les acteurs d'une région et fournir des infrastructures importantes de l'État. Et donc, si on prend en compte les parcs et les plateformes industrielles et les agropoles, le secrétaire général du ministère du Développement industriel, je pense, ne me contredira pas, c'est à peu près 27 parcs qui vont être mis en place et donc qui représentent des opportunités pour des investisseurs de venir s'installer. Et au lieu de perdre du temps à chercher du foncier, et à aller chercher comment s'installer, on s'est rendu compte que lorsqu'il y a un parc industriel, notamment en Éthiopie, c'est 80% de temps gagné quand il y a déjà une infrastructure qui est là et souvent 90% de coûts en moins parce que déjà tout est déjà installé, il y a juste à se connecter, je dirais. Et donc, voilà un peu comment avec ce programme, on a réussi un peu à accompagner le Sénégal. Donc, la troisième partie, c'est les investissements. Donc, il y a des investissements là qui sont privés, qui vont certainement venir. Si on prend le parc industriel de Diamniadio, il y avait à peu près 25 millions de francs CFA, 25 milliards de francs CFA, et 40 millions de dollars à peu près d'investis par le gouvernement. Et déjà, les investissements privés dépassent largement cette somme. Donc, à chaque fois qu'il y a un investissement public dans ces infrastructures, vous avez ensuite normalement un investissement privé qui dépasse largement. Donc là, il y a un volume à peu près de 500 millions de dollars d'investissements qui sont en cours, mais on attend évidemment pratiquement plus que cette somme en termes d'investissement privé, ce qui est considérable et peut créer des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois. Voilà. Notre intervention aussi vient aider par aussi de l'assistance un peu technique, du transfert de technologie dans le domaine du développement du secteur privé, la promotion des investissements, la mise à niveau environnemental des entreprises, la gestion des déchets, la production propre, l'énergie durable et évidemment tout ce qui est mise en conformité aux normes et standards, l'innovation, la science et la technologie pour l'industrie. Voilà, en quelques mots, cette expérience qui était menée de façon pilote au Sénégal et en Éthiopie a donné de très bons résultats. Pour cette raison, d'autres pays ont maintenant demandé, et notamment un dans la région a demandé de bénéficier de ce programme d'industrialisation accélérée, c'est la Côte d'Ivoire. Mais au-delà, il y a maintenant le Maroc, l'Égypte, le Rwanda et d'autres pays dans le monde, le Pérou, le Cambodge, le Kyrgyzstan, qui ont demandé. Maintenant, il y a 10 pays qui bénéficient de ce programme d'accélération industrielle. Et donc, cette expérience nous montre que le nécessaire changement structurel de l'économie est possible. Et évidemment, nous sommes disposés à travailler ensemble pour préparer le sommet sur l'industrialisation et la diversification qui va avoir lieu dans la région au Niger en novembre, et aussi de mobiliser le secteur privé et les investisseurs, ainsi que les partenaires au développement pour accélérer l'industrialisation dans les pays de l'UEMOA,
avec les pays et avec l'UEMOA. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà, merci beaucoup, M. Yvetot, pour tout ce que vous venez de dire. Vous êtes un véritable artisan au service du développement. Nous allons maintenant donner la parole à M. Jean-Baptiste Plaka, qui a réussi finalement à se connecter. Cher Jean-Baptiste, si tu m'entends, tu as la parole. D'accord, je ne sais pas si vous avez l'image, mais le son, vous l'avez certainement. Nous avons l'image et le son. D'accord, je pense que, arrivant un peu en retard, je vais plutôt m'inscrire dans la suite. Donc, pour introduire Madame Aïssa Kabo Nessidikou, qui représente l'UEMOA au Sénégal. 8 des 16 États de l'Afrique de l'Ouest partagent la même monnaie, le franc CFA, depuis bien avant les indépendances, 75 ans s'il faut être exact. Certes, la Guinée-Bissau n'a rejoint l'Union que depuis un petit quart de siècle, mais ces nations étaient à l'origine réunies par la même discipline dans l'Union monétaire ouest-africaine. Et en janvier 1994, 3 jours avant la fameuse dévaluation du franc CFA, ces États, pour harmoniser les règles et faciliter l'intégration de leurs économies, ont créé l'Union économique et monétaire ouest-africaine, dont l'organe exécutif est une commission basée à Ouagadougou, au Burkina, avec dans chaque pays membre un représentant ou une représentante, comme c'est le cas au Sénégal, avec Madame Aïssa Kabo Nessidikou. Madame Aïssa Kabo Sidikou, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Plaka. Merci de me donner la parole. Juste pour m'assurer que vous m'entendez très bien. C'est parfait. Est-ce que vous m'entendez? Oui, moi. D'accord. Oui, on reçoit. Le secrétaire général du ministère du Développement industriel et des petites et moyennes entreprises, Monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat du Burkina Faso, Monsieur le représentant de l'ONUDI au Sénégal, Cap-Vert, Gambie, Guinée-Bissau et Mauritanie, chers panélistes, chers collègues de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, il me plaît de prendre la parole à l'occasion de la présente cérémonie d'ouverture du symposium sur le développement industriel en Afrique de l'Ouest, consacré à l'accélération de l'industrialisation dans les pays de la zone UEMOA. Aussi voudrais-je transmettre les salutations des autorités de l'Union économique et monétaire ouest-africaine au groupe ISM, ISM qui est labellisé Centre d'excellence de l'UEMOA et qui est un partenaire clé dans la modernisation de la formation des jeunes de l'espace communautaire. Mesdames et messieurs, comment accélérer l'industrialisation dans une zone économique composée de 7 pays placés parmi les pays les moins avancés et un pays à revenu intermédiaire? Vous conviendrez avec moi que la question mérite réellement d'être posée dans un contexte de pandémie sans précédent et aussi dans un contexte de mobilisation des pays africains pour une effectivité de la zone de libre-échange continentale africaine entrée officiellement en vigueur très tôt au cours de cette année, en janvier 2021. Donc, comme vous le savez tous, les pays membres de l'UEMOA sont tributaires d'activités économiques à faible technologique, low-tech, et ces pays ont été lourdement impactés par la crise sanitaire, aussi bien en termes d'approvisionnement de biens alimentaires que de produits sanitaires. En outre, il y a eu beaucoup de mesures restrictives et ces mesures se sont imposées à tous et ont affecté la vie économique, notamment celle des entreprises, des industries et du commerce.
Donc, le tissu industriel de l'Union, qui était déjà précaire, qui représente près de 20% du PIB, s'est fortement fragilisé, accentuant donc l'incapacité des pays à satisfaire à la demande aussi bien locale qu'à satisfaire aussi les retombées productives et compétitives. Alors, cette précarité, il faut le dire, elle tient à plusieurs éléments. D'abord, les difficultés d'accès au financement. Financement, je veux dire de l'investissement et technologie. Elle tient également à la dépendance persistante aux exportations de matières premières, parce que ces exportations de matières premières représentent à peu près 70%, un peu plus de 70% des exportations totales. Et cette précarité tient également à la faible transformation des produits agricoles et des ressources extractives. Par conséquent, les pays de l'UEMOA enregistrent en général une perte majeure sur les retombées des chaînes de valeur, notamment pour tous les produits que nous connaissons, comme le cacao, le café, le coton, l'arachide, la noix de cajou, les produits miniers et j'en passe. Alors, le constat est que nos pays ne sont pas des pays producteurs de produits manufacturés. Tous ces produits qui inondent les marchés, je veux parler des moyens de transport, je veux parler du matériel électrique ou électronique, je veux parler des produits sanitaires, du matériel médical et dans une moindre mesure, le textile et les produits alimentaires. Donc, les chaînes de valeur ne sont pas maîtrisées. Je sais que la première industrie de chocolaterie a été installée en Côte d'Ivoire très, très récemment pour un pays placé parmi les premiers producteurs de cacao. Alors, la crise sanitaire, je le rappelle, a ravivé une prise de conscience quand même sur ces défis. Et elle nous amène à imaginer pour la zone UEMOA qui est riche quand même de 123,6, donc presque 124 millions d'habitants, et 3,5 millions de kilomètres carrés. Donc, à imaginer pour cette zone une période post-crise beaucoup plus ambitieuse, par une gestion innovante des chaînes de valeur et des filières porteuses. Alors, je ne parle pas seulement d'une transformation à travers des coopératives. Je parle pour l'Union vraiment d'une transformation à l'échelle industrielle, en créant de la valeur ajoutée, en créant aussi des emplois décents pour les femmes et surtout pour les jeunes afin de leur éviter de sombrer, comme on le voit dans les profondeurs des océans, à la recherche d'une dignité ou d'un mieux-être. Donc, je pense que nous convenons tous qu'une rupture s'impose, un vrai changement de paradigme pour migrer donc d'une économie majoritairement primaire ou tertiaire à une économie de développement industriel endogène qui permettra de tirer la croissance. Et cette structure que je proposerai est également une stratégie fondamentale pour tirer un avantage certain de la zone de libre-échange à l'échelle continentale qui ambitionne de créer des emplois et qui compte surtout sur ce grand marché de presque 1,2 milliard de personnes pour stimuler le commerce et l'économie. Alors, c'est un appel, bien sûr, de l'Union africaine. Et pour répondre à cet appel, nous avons donc le devoir d'accélérer l'industrialisation dans notre zone. Pour venir de manière bien précise à l'UEMOA, dans le cadre de son premier objectif, qui est de renforcer la compétitivité des activités économiques et financières, et aussi d'accélérer les activités dans le cadre d'un marché ouvert, concurrentiel et d'un environnement juridique harmonisé et rationalisé, l'UEMOA a opté pour une politique industrielle commune aux 8 pays, les 8 pays que M. Laka vient de Et l'UEMOA s'est donc engagé sur 2 fronts. Déjà sur le front purement industriel, en accompagnant toutes les activités industrielles, nous avons
beaucoup d'efforts qui ont été constatés dans les pays. Mais le plus important, c'est que l'UEMOA a pris la question de manière holistique, déjà en mettant en œuvre d'encadrement d'incitation à l'investissement. Je vais juste donner un lien et domaine d'information de l'industrialisation. Donc, nous pouvons citer par exemple le soutien aux filières porteuses et à la gestion des chaînes de valeur, la formation des jeunes et des cadres à la technologie et management, le développement de structures et de programmes de la nous avons pris la qualité. Il s'agit aussi de programmes de technologie, de certification, d'accréditation. Il y a aussi le programme de mise à niveau. L'énergie et bien sûr les textes d'application et les textes législatifs. Donc, c'est pour dire que tout cet ensemble contribue donc à encourager l'industrialisation, donc la compétitivité des économies. Et ces initiatives en cours sont renforcées par un code de l'artisanat et aussi une plateforme réglementaire au sein de la Chambre consulaire régionale de l'Union, qui est un organe consultatif chargé de réaliser l'implication effective du secteur privé dans le processus d'intégration. C'est pour dire que l'industrialisation est en cours au sein de l'UEMOA, bien que du fait d'un certain nombre qui sont la prédominance, même l'accès limité aux et aux technologies, la grande par manque de compétitivité, la maîtrise limite des chaînes de statistiques fiables. Donc, il est économique sur l'innovation. Et l'UEMOA, pour tout vous dire, a déjà entrepris une relecture de sa politique industrielle commune telle qu'elle avait été prise au départ, donc depuis 1999, et en concertation avec les États de nos partenaires, en particulier l'ONUDI, que je salue au passage. Nous sommes en train d'entrevoir donc les prémices d'une analyse de la pertinence des politiques nationales dans un sens cohérent, en tenant compte bien sûr des avantages comparatifs et en favorisant la concertation entre les différents acteurs, à savoir l'État, les partenaires et le secteur privé. Et cela suppose bien sûr de faciliter l'accès aux compétences, aux capitaux, aux technologies, aux opportunités d'affaires. Et c'est aussi le lieu d'impliquer fortement la jeunesse. La jeunesse qui fait preuve d'ingéniosité et la jeunesse qui mérite d'être entendue dans un environnement favorable à l'initiative privée. Cela favorisera bien sûr la construction d'un tissu industriel bien intégré et surtout cela permettra donc de favoriser l'accès aux nouvelles donnes du commerce africain et mondial. Donc, de ce point de vue, je pense que nous pouvons citer les efforts qui sont entrepris au niveau du Sénégal. Je sais que le chef de l'État a initié un prix sur l'innovation. Il y a aussi des centres comme l'ISM qui publie régulièrement des données sur les entreprises familiales et aussi l'université de Thiès qui vient de décerner aussi un prix pour l'innovation.
Donc, toutes ces initiatives, je pense, vont concourir donc à accompagner les pays de l'UEMOA dans une industrialisation portée sur le développement inclusif. C'est le lieu donc de féliciter le groupe ISM pour avoir initié ce symposium en appelant à des échanges approfondis sur le développement industriel. Je vois que dans tous les panels, nous mettrons l'accent sur cette industrialisation et j'ai la certitude que les recommandations seront fortes et que ces recommandations permettront d'orienter donc les décideurs de l'Afrique de l'Ouest pour une prise en charge effective des initiatives. Pour ma part, je voudrais vraiment encourager encore une fois la jeunesse à s'orienter vers des filières innovantes et porteuses et pour permettre d'accompagner justement tout le tissu industriel qui est en train d'être mis en place par les autorités. Donc, c'est sur cette note d'espoir que je souhaite plein succès à ces travaux et je remercie M. Thiam et toute son équipe pour le dynamisme, pour avoir organisé une réunion aussi importante et qui met le doigt sur un sujet d'actualité. Je vous remercie. Merci, Madame Sidikou. Kabo Sidikou. On va passer la parole maintenant à Monsieur le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat du Burkina Faso. Cher Jean-Baptiste, excuse-moi de te couper. Au niveau de la plateforme, on me signale qu'il n'est pas connecté, donc j'en déduis qu'il n'est pas là. Je ne suis pas connecté? Oui, il ne s'est pas connecté. Donc, on peut passer directement au ministère du Développement industriel et des petites et moyennes industries du Sénégal, représenté ici par M. Baye Adama Racine Ndiaye, secrétaire général du ministère. Bon, ben, c'est parfait. Pour être virtuel, ce symposium n'en est pas moins concret et avec une identité géographique. Et nous sommes donc tous virtuellement au Sénégal, aussi pour clore cette cérémonie d'ouverture. Nous invitons l'hôte de ce symposium, en quelque sorte, Monsieur le secrétaire général du ministère du Développement industriel et des petites et moyennes entreprises et moyennes industries du Sénégal, Monsieur Adama Baye Racine Ndiaye, à prendre la parole. Merci bien, Jean-Baptiste. Merci bien, Monsieur Jean-Baptiste. Monsieur le représentant résident de l'ONUDI au Sénégal, Madame la représentante résidente de la commission de l'UEMOA, Monsieur le directeur général du groupe ISM, chers participants en vos rangs et qualités. Je voudrais tout d'abord vous transmettre les salutations cordiales et les excuses de M. Moustapha Diop, ministre du Développement industriel et des petites et moyennes industries, empêché en raison du Conseil présidentiel sur l'emploi des jeunes qui se tient au même moment à Diamniadio sous la présidence effective de son Excellence, M. le Président de la République, Macky Sall. J'ai donc l'insigne honneur de le représenter à cette cérémonie officielle d'ouverture de cet important symposium et de vous adresser ces vœux de succès pour cette belle initiative du groupe ISM d'engager la réflexion sur une problématique combien cruciale qu'est l'industrialisation en Afrique. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 25 juillet 2016 la 3e décennie du développement industriel de l'Afrique 2016-2025 et l'ODD 9 vise à mettre en place une infrastructure résiliente, à promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et à encourager l'innovation.
L'ONUDI a été chargé de diriger les activités autour de la décennie. Et dans ce cadre, le Sénégal met en œuvre un programme de partenariat pays dont les activités sont la réalisation de plateformes industrielles, d'agropoles, la création de zones économiques spéciales, entre autres. Le thème de ce symposium, accélérer l'industrialisation des pays de la zone UEMOA, est donc d'une très grande pertinence et surtout d'actualité au moment où la pandémie de la COVID-19 sévit encore et met à nu le déficit d'industrialisation de nos États. La conjoncture économique de l'UEMOA serait caractérisée en 2020 par un taux de croissance de 2,4% contre 5,8% en 2019, soit une perte de croissance de 3,4% due particulièrement à la COVID-19. L'un des enseignements majeurs tirés de la pandémie est qu'il nous faut bâtir un tissu industriel de substitution aux importations, surtout de produits alimentaires et pharmaceutiques. Nous ne pouvons et ne devons plus compter sur l'extérieur pour nourrir suffisamment et soigner correctement nos populations. Nous devons d'abord compter sur nous-mêmes pour régler ces besoins fondamentaux, légitimes et croissants. Dès lors, accélérer le processus d'industrialisation devient un impératif au sein de l'UEMOA et même pour tout le continent africain. Dans cette perspective, l'articulation et la coordination des stratégies industrielles des différents États membres qui, je le précise, déploient beaucoup d'efforts dans ce sens, s'impose pour une meilleure synergie et valorisation de nos nombreuses et diverses ressources naturelles. C'est là le bien fondé de la mise en place de la politique industrielle commune de l'UEMOA. Et la PIC vise à faire de l'industrialisation la voie du développement socio-économique des 8 États membres, notamment par le développement des PME-PMI. De façon spécifique, il s'agit notamment de faire de l'intégration une voie incontournable dans le processus de développement économique et social des États membres, d'augmenter significativement la part de l'industrie manufacturière de l'Union dans la valeur ajoutée manufacturière mondiale. Mesdames et messieurs, au Sénégal, la vision dégagée pour l'industrie dans le plan Sénégal émergent PSE, qui est le référentiel de toutes les politiques économiques et sociales, est de bâtir un secteur industriel diversifié et compétitif, pourvoyeur d'emplois et apportant une pleine contribution au développement inclusif et durable du pays pour un Sénégal émergent à l'horizon 2035. Pour mieux cadrer les interventions du secteur de l'industrie avec les orientations du plan Sénégal émergent et de la politique industrielle commune de l'UEMOA, le Sénégal a entrepris l'actualisation de sa politique industrielle. Celle-ci vise à mettre en place des stratégies qui vont renforcer le processus d'industrialisation par la valorisation des produits agricoles, minéraux, pétroliers et gaziers et le développement de l'utilisation des nouvelles technologies, notamment la promotion de l'industrie 4.0. Mesdames et messieurs, cette nouvelle politique industrielle, tout comme celle
des autres pays de l'UEMOA ne seront viables et ne connaîtront le succès escompté que dans un cadre d'échange et de coopération dynamique entre États membres. Dès lors, les sous-thèmes qui seront traités lors des différents panels revêtent un intérêt tout particulier, en ce sens qu'ils permettront de dégager des pistes de solutions qui ne manqueront pas d'enrichir pour nous la nouvelle politique industrielle du Sénégal en cours de finalisation. Nous attendons donc avec beaucoup d'impatience les conclusions de ce symposium pour voir ensemble comment mettre en œuvre. Terminer par, mesdames et messieurs, remercier encore une fois le groupe ISN pour nous avoir associés à ce grand moment de réflexion sur une thématique aussi intéressante que l'industrialisation, qui est la voie obligée pour nos États pour prétendre à l'émergence. J'associe à ces remerciements le docteur Omar Thiam, qui est un partenaire privilégié du ministère de l'Industrie. Sur ce, en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare au nom du ministre du Développement industriel et des petites et moyennes industries du Sénégal, M. Moustapha Diop, ouvert le symposium sur l'industrialisation en Afrique. Et je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Monsieur Thiam, vous voulez prendre la parole ou bien vous voulez que j'improvise un peu? Oui, remercier Monsieur le Secrétaire général, Monsieur Adama Bayra Singay, que je connais bien, avec qui j'ai eu à travailler sur un certain nombre de dossiers. Comme il l'a dit, je suis un partenaire du ministère du Développement industriel et des petites et moyennes industries. Il a expliqué très clairement la vision du gouvernement du Sénégal, de même que Madame Sidikou Kabo et aussi M. Yvetot précédemment, qui a décliné la vision au niveau de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Je te laisse peut-être conclure, cher Jean-Baptiste, et par la suite, nous allons passer au panel 1, qui va porter plutôt sur le cadre réglementaire, institutionnel et fiscal. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et merci. C'est le dernier souverain pontife allemand qui répétait sans cesse à la jeunesse africaine notamment, méfiez-vous des fausses idoles. Pour mesurer à quel point cette mise en garde reste d'actualité, il suffit de prêter l'oreille à ce que répondent nombre de jeunes lorsque vous les interrogez sur ce à quoi ils aspirent, ce qu'ils veulent faire de leur vie. Une proportion anormalement élevée vous signifie que le but de leur existence est de ressembler à tel soi-disant millionnaire, à tel présumé multimillionnaire ou à tel insaisissable milliardaire qui roule carrosse et demeure dans une somptueuse villa. Le plus surprenant est qu'ils se préoccupent peu de l'origine de la fortune qui permet à leurs idoles d'afficher ces signes apparents de réussite. Peu importe que cette richesse provienne des fonds destinés au vaccin des nourrissons ou des subventions prévues pour les forages des puits dans des communes rurales où l'eau manque cruellement. Il n'y a pas si longtemps, la jeunesse mettait plutôt en avant la qu'elle entendait exercer, le sérieux avec lequel elle poursuivait les études pour se former à ce métier, la détermination et la rigueur avec lesquelles elle comptait l'exercer. Ensuite seulement venait la fortune comme conséquence éventuelle du travail sérieux, de la rigueur et de l'ingéniosité. Celui qui travaille à mettre chaque jour
sur le marché du lait frais ou qui produit le pain quotidien qu'affectionne tant la population est un acteur concret du développement. Tant mieux et respect s'il devient riche. Celui qui a trouvé les moyens de travailler le beurre de karité pour fournir du savon ou des pommades appréciées mériterait le label d'idole, tout comme l'ingénieuse industrielle utile à la communauté se différencie des fausses idoles. Il ne s'agit ni de tout réussir, ni de réussir dans tout du jour au lendemain, mais au sortir de cette pandémie qui aura tant appris à l'Afrique sur elle-même, l'enjeu pour les Africains sera de savoir devancer leurs attentes, anticiper leurs besoins en valorisant leurs ressources naturelles plutôt que d'importer du bout du monde, c'est ce que disait le secrétaire général tout à l'heure, d'importer du bout du monde ce qu'ils peuvent concevoir et fabriquer eux-mêmes à leur goût. C'est la condition pour que la jeunesse africaine cesse d'errer dans entre les fausses idoles plutôt d'ici, les fausses idoles de chez nous, et les plus ou moins bonnes idoles d'autres cieux. L'initiative de ce symposium est d'autant plus heureuse qu'elle réunit dans ce temple virtuel du savoir les acteurs de la transmission de la connaissance et ceux du monde de l'économie. Et je pense que, effectivement, comme le disait le secrétaire général, les travaux de ce symposium, quand ils seront rassemblés, peuvent inspirer bien des institutions, bien des États. Et nous suivrons avec intérêt chacun des panels. Merci. Merci. Merci à toi, cher Jean-Baptiste, pour cette conclusion de cette cérémonie d'ouverture. Nous sommes très ravis de ta présence. Nous connaissons ton amour pour le continent et ton engagement au service du développement. Merci aux autorités d'avoir accepté notre invitation. Donc, M. Moustapha Diop, ici représenté par le secrétaire général du ministère du Développement industriel et des petites et moyennes industries. M. Arouna Kaboré, qui devait être là, mais empêché. Donc, M. Kaboré est le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat du Burkina Faso. M. Christophe Yvetot, représentant de l'ONUDI au Sénégal, et également Mme Aïssa Kabo Nessidegou, représentante présidente de la commission de l'UEMOA au Sénégal. Merci à vous tous pour votre soutien et votre engagement au service du développement. Nous allons passer au panel 1, le panel 1 dédié au cadre réglementaire et qui sera modéré par Dr Suleiman Abdallah. Alors, Dr Abdallah est de nationalité nigérienne, un véritable artisan lui aussi du développement industriel. Il est titulaire d'un doctorat Paris School of Business avec un sujet de thèse qui porte sur l'impact des institutions de politique industrielle sur la performance du secteur manufacturier en Afrique. Il est également administrateur économiste à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique à Addis Abeba, la CIA, où il a pris en charge plusieurs portefeuilles, dont notamment l'accompagnement technique des États membres dans la mise en œuvre de cette fameuse LECAF, c'est-à-dire la zone de libre-échange continentale africaine qui demain va permettre aux pays africains d'échanger entre eux, de développer leur compétitivité entre eux et d'augmenter naturellement leur balance commerciale. Il a travaillé sur le développement des politiques industrielles et de transformation structurelle dans plus de 40 pays africains. Il est également professeur visiteur à l'Université de Johannesburg sur le programme de master de recherche en élaboration et gestion de la politique industrielle en Afrique. Il est aussi consultant international sur pas mal de politiques de développement. Docteur Abdallah, nous sommes très ravis et très contents de votre présence. Nous vous donnons la parole pour modérer cette première session dédiée au cadre réglementaire. Merci, docteur. Merci beaucoup. Bonjour, docteur Thiam et chers amis. Bonjour, mesdames et messieurs les participants à cette rencontre. Je suis privilégié d'être avec vous
ce matin donc, pour modérer le premier panel qui porte sur le cadre réglementaire, fiscal et institutionnel pour une gestion optimale de l'industrie en Afrique. Donc, pour ce panel, nous aurons 6 éminents intervenants à qui je vais passer la parole pour qu'ils vous fassent une présentation de maximum une quinzaine de minutes. Donc, ce qui nous permettra en fin de séance d'avoir des échanges avec l'ensemble des participants sur cette thématique extrêmement importante pour le développement de notre continent. Je pense que la cérémonie d'ouverture a campé le décor en ce qui concerne l'importance de l'industrialisation pour l'Afrique et surtout dans le contexte actuel de la COVID-19 qui rappelle si durement le retard africain dans l'industrie manufacturière. Et on le remarque quand les pays comme les États-Unis sont à plus de 200 millions de vaccinations, vous prenez l'ensemble du continent africain, on est à peine à quelques millions de personnes vaccinées. Donc ce décalage, ce gap, trouve son origine quelque part un peu dans la faiblesse de notre tissu industriel, particulièrement dans le secteur pharmaceutique, et qui prouve à besoin, n'est-ce pas, le retard accusé par l'Afrique dans ce domaine. Tous les vaccins sont en train d'être importés, du reste, comme l'ensemble, la quasi-totalité, disons, des médicaments, pour ne parler que du secteur pharmaceutique en Afrique. C'est vraiment un rappel à l'ordre crucial qui illustre donc l'importance de ce sujet de l'industrialisation du continent africain. Ce n'est pas un sujet nouveau en réalité, l'industrialisation du continent. C'est quelque chose qui est très récurrent. Dès le lendemain des indépendances, d'ailleurs, la plus industrialisée pour aller vite à un rattrapage économique. Et c'est ce qui a donné lieu à ce qu'on appelait alors les stratégies de la substitution des importations. Donc, il fallait mettre en place des industries manufacturières pour s'autosuffire, pour diminuer la sortie des devises liées aux importations de produits industriels. Mais cette industrialisation aussi importante et aussi centrale qu'elle soit dans nos politiques de développement ne peut véritablement avoir place que si elle est organisée. Si elle est organisée, cela s'entend à plusieurs niveaux. D'abord, il nous faut des politiques hardies de développement industriel. Pendant un certain temps, surtout ces 30 dernières années, depuis le programme d'ajustement structurel, on avait pensé à tort que le marché était capable d'asseoir à lui seul une base industrielle pour nos pays en Afrique. Donc, on a libéralisé à tout bout du champ, mais le développement industriel n'a pas jusque-là été au rendez-vous. Et on se rend de plus en plus compte, quand on regarde l'expérience réussie, particulièrement des pays de l'Asie du Sud-Est, que l'industrialisation, c'est un processus conséquent. Des avantages que le pays présente sur la base de sa position stratégique, faire une analyse rigoureuse et proposer des pistes important justement dans ce processus sur le cadre institutionnel, sur le cadre réglementaire et fiscal. Parce que qui répond et quels sont les ressorts sur lesquels il faut agir, que nous devrons prêter particulièrement attention à ces aspects-là. Le cadre institutionnel, le cadre réglementaire, le cadre fiscal combinés sont des éléments extrêmement importants pour toute industrialisation réussie. Et tous les pays du monde qui ont pu s'industrialiser se sont appuyés d'abord sur ces éléments-là. Donc, c'est pour cela que nous devrons y regarder de plus près. Et comme je vous le disais, nous avons un panel, ce n'est pas à moi d'élaborer et d'épuiser le sujet. Nous avons d'éminents experts que je vais introduire un à un et qui vont nous présenter un aspect spécifique de cette thématique-là, à la suite de quoi donc, nous allons passer au débat. Donc, le premier intervenant que j'ai l'honneur d'introduire et d'inviter à délivrer sa présentation, c'est Dr Ibrahim Sanko. Il va nous parler de comment rationaliser l'intervention des partenaires techniques et financiers et impliquer le secteur privé dans la mise en œuvre de la politique industrielle.
et Dr Ibrahima Sanko, il est du Sénégal, il est docteur en sciences de l'environnement, directeur des stratégies de développement industriel au niveau du gouvernement du Sénégal, donc plus précisément au niveau des ministères en charge de l'industrie. Donc, nous aurons 5 autres intervenants que je vais introduire donc, au fur et à mesure. Pour l'instant, si vous le permettez bien, je voudrais passer la parole donc à Dr Sanko pour nous parler de la rationalisation de l'intervention des partenaires techniques et financiers et l'implication du secteur privé donc, dans la mise en œuvre de la politique industrielle au Sénégal. Dr Sanko, vous êtes avec nous, j'espère. À vous la parole. Bonjour, monsieur le modérateur. Est-ce que je peux avoir ma présentation? Voilà. Merci beaucoup. Tout d'abord, remercier le groupe ISM et à sa tête son directeur général qui a bien voulu m'associer dans cette réflexion à travers le thème accélérer l'industrialisation des pays de la zone IMOA. Et comme vous venez de le dire, monsieur le modérateur, je vais vous entretenir d'une question hautement diplomatique, la rationalisation de l'intervention des PTF et assurer une meilleure implication du secteur privé dans la mise en œuvre de la politique industrielle. Diapo. Est-ce que vous pouvez déplacer la diapositive? Voilà. Donc, ce sous-thème sera abordé à travers le plan ci-après. Donc, l'introduction dans un premier temps. Ensuite, nous allons faire la caractérisation et la stratégie d'intervention des PTF. Nous donnerons un exemple d'intervention des PTF au Sénégal. Ensuite, nous parlerons de la rationalisation de l'intervention des PTF dans la mise en œuvre de la politique industrielle et également aborder la question de l'implication du secteur privé pour finir par une conclusion. Diapo. En introduction, comme je vous l'ai dit, le partenariat quand même est une question hautement diplomatique et qui est un levier important dans les relations de coopération entre les nations et entre les acteurs économiques. S'il est bâti sur des principes gagnant-gagnant, il permet aux acteurs impliqués de définir des priorités d'intérêt commun qui cadrent leurs interventions. Sur le terrain du développement économique et social, les partenaires se fondent sur les objectifs prioritaires définis par les organisations multilatérales sur lesquelles ils se sont engagés, notamment ceux de l'Organisation des Nations Unies. Au niveau pays, les partenaires techniques et financiers s'alignent généralement sur les priorités nationales. À ce niveau, puisque nous avons plusieurs partenaires qui interviennent, que ce soit les partenaires du système des Nations Unies ou des partenaires bilatéraux, il y a un besoin de rationaliser l'intervention des PTF pour la rendre efficace dans la mise en œuvre des politiques des États bénéficiaires. Pour l'implication du secteur de l'industrie porté principalement par le secteur privé, le partenariat ou le dialogue public-privé constitue une impérieuse nécessité pour la réussite de la définition et de la mise en œuvre de la politique industrielle. Diapo. Non, retournez sur la caractérisation. Retournez, voilà. En fait, nous avons pensé utile de caractériser les PTF et également de présenter leur stratégie d'intervention. Nous avons distingué deux types de PTF. Des PTF du système multilatéral, comme le système des Nations Unies, la Banque mondiale, la FMI, l'UE, la BAD, BID, BOAD, etc., qui mettent en avant l'agenda du développement international. Alors que les agences d'appui au développement des pays, comme l'USAID, l'ACD, AFD, etc., mettent en avant le développement bilatéral, y compris dans la coopération décentralisée. Alors, stratégiquement, comment ces organismes interviennent? Pour les organes du système multilatéral, leur intervention s'aligne sur les objectifs de développement mondiaux
comme les objectifs de développement durable et aussi sur les principes de valeur prescrits. Les agences d'appui au développement des pays, dans le respect des principes et engagements internationaux, ont un agenda politique pays encourageant les relations économiques privilégiées. Donc, je pense que c'est important à ce niveau donc, de comprendre comment ces partenaires techniques et financiers interviennent dans les pays. Et prenons l'exemple du Sénégal. On voit ici, pour les partenaires que j'ai appelés ici PTF du système des nations, du système multilatéral, on trouve que les interventions se focalisent sur, en tout cas, les objectifs tracés pour sortir généralement nos pays, au niveau du Sénégal, de la pauvreté. On voit que les secteurs sur lesquels ils interviennent sont l'éducation, la formation, la santé, l'hydraulique, équipement et infrastructure, agriculture, pêche, élevage. Il en est de même pour les partenaires que j'appelais les agents, ici on appelle la coopération décentralisée, les agences de développement pays, qui également interviennent en s'alignant généralement sur, en tout cas, les priorités tracées par donc, les organisations multilatérales. Ici, on constate que l'industrie ne faisait pas partie des priorités des partenaires. Diapo. Voilà. Ici, j'ai essayé de faire une présentation des interventions au niveau spatial pour montrer que, en fait, au niveau spatial, on constate que les interventions se concentrent sur quelques régions. Sur 14 régions du Sénégal, les PTF ont concentré leur action sur Kaolack, Saint-Louis et Matam. Pour les autres régions, les interventions sont un peu minimes. Retournez, je n'ai pas fini. À la diapo, retournez. Et en bas, on constate, pour les agences d'appui au développement, que les interventions donc, sont concentrées au niveau de Dakar, Ziguinchor et Matam. Et quand on analyse un peu ces aspects, on constate que généralement, c'est dans des zones où il y a quand même une concentration de problèmes de pauvreté. Au niveau de Dakar, c'est généralement dans les zones de banlieue où l'on constate une concentration de la pauvreté, mais également peut-être aussi au niveau, en tout cas, des opportunités en termes d'équipement et autres qui font qu'au niveau de Dakar, on a eu beaucoup plus d'interventions. Passez à la diapo suivante. Alors, sur la diapo suivante, passez à la diapo suivante. Donc, nous allons aborder la question de la rationalisation. Et pour dire que, en termes d'intervention des PTF, il y a des cibles priorisées. Et la mise en place au niveau du Sénégal, en fait, sur cette question de cibles privilégiées, les partenaires techniques et financiers se sont rendus compte que parfois il y a un problème d'intervention non harmonisée et que ça pose parfois un problème d'efficience des interventions. Et c'est en 2008 qu'ils ont commencé à mettre en place un mécanisme de coordination et d'harmonisation des interventions dans l'accompagnement et le dialogue avec le gouvernement du Sénégal. Ils ont créé un dispositif de coordination et constitué des organes suivants. Le groupe élargi des PTF, qu'on appelait G50, qui mène le dialogue avec le gouvernement. Et le comité de concertation des PTF, ou groupe des 12, qui s'occupe de la préparation des réunions du G50, évalue les avancées des programmes sectoriels du Sénégal, soutient à l'alignement de propositions d'orientation aux groupes thématiques. Et les groupes thématiques travaillent en profondeur sur les thématiques et l'adoption de positions communes dans le dialogue avec le gouvernement. Donc, mais malgré cet effort d'harmonisation, il a été constaté que, en fait, le mécanisme ne fonctionnait pas bien. Et en 2018, ils ont entrepris une redynamisation en essayant de changer, changer un peu la structuration donc, de ce mécanisme-là.
nous n'allons pas donc nous avancer trop dans cette organisation, mais pour relever un peu une question pour les États bénéficiaires, c'est les défis à relever. Il y a nécessité de conciliation entre priorité des États et domaine d'intervention des PTF. Le mieux, c'est d'orienter les PTF vers les priorités de construction d'une économie structurante, notamment le développement industriel, pour permettre une meilleure prise en charge des problèmes qui concentrent les interventions de ces PTF. Il y a aussi la nécessité de réduire la concentration des interventions sur les mêmes secteurs et les mêmes thématiques. Il y a nécessité de diversifier tout cela et également corriger la répartition spatiale des interventions en cohérence avec le plan d'aménagement et de développement du territoire. Il faut une bonne articulation des interventions entre PTF et État. Il y a l'élément essentiel qui doit être donc comme étant un effort à relever, c'est l'évaluation de l'efficacité de l'intervention des PTF en vue d'une meilleure réorientation de ces interventions. Voilà donc en termes d'intervention ce que j'ai pu présenter comme étant des questions stratégiques qu'il va falloir aborder avec les partenaires. Maintenant, s'agissant du secteur privé, il faut retenir qu'il participe de façon essentielle au développement industriel à travers la création d'entreprises et des opportunités d'emploi massifs. On l'avait dit, donc les intervenants précédents ont donc traité de cette question-là. Docteur Sonko, on ne vous entend plus. Est-ce que vous nous entendez? Docteur Sonko, est-ce que vous nous entendez? C'est un problème de connexion peut-être. Oui, allez, vous m'entendez? Alors, on vous entend. Docteur Sonko, je voulais vous dire également que vous avez toute la possibilité d'avancer et de reculer vous-même votre PPT. Regardez les flèches qui sont au bas de votre écran. Ah, ok, d'accord, merci. Défiler, reculer. Allez-y, vous avez la main, Docteur Sonko. D'accord, merci. En fait, pour le secteur privé, je disais que donc, le secteur privé est un acteur primordial du développement industriel à travers la création d'entreprises, des opportunités d'emploi massifs. Il participe effectivement donc dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques économiques, notamment industrielles, si on veut que, en tout cas, ce secteur privé soit un secteur performant. Et là, le Sénégal, on l'a expérimenté avec la mise en place du plan Sénégal émergent et aussi l'actualisation de la politique industrielle qui s'est faite à travers vraiment un dialogue très participatif et inclusif. Il faut aussi, pour les États, pour réussir l'implication du secteur privé, mettre en place des cadres de dialogue qui constituent un enjeu majeur parce que permettant une meilleure prise en compte de leurs préoccupations, donc de la préoccupation du secteur privé, et de la construction d'un secteur privé solide et performant. Également, il permet la participation donc, dans les projets de partenariat public-privé dans les investissements industriels. Donc, l'implication du secteur privé dans les négociations bilatérales et multilatérales peuvent avoir un impact, en tout cas très intéressant pour le développement de notre industrie locale. Diapo suivante. Alors, pour conclure, ce que nous avons retenu, c'est qu'il y a pour, en tout cas, les partenaires techniques et financiers, une nécessité donc, de rationaliser les interventions et cela demande donc un exercice de flexibilité au niveau des priorités. En ce qui concerne le mécanisme de coordination entre PTF et État, pour éviter les concentrations sectorielles, nous pensons que ça doit être en tout cas la locomotive qui doit guider les relations entre PTF et État. Dans ces cadres de concertation sur la mise en œuvre des politiques économiques, notamment industrielles, le secteur privé peut jouer un rôle important.
Les efforts d'implication du secteur privé dans l'élaboration des politiques industrielles sont une réalité au niveau de l'UEMOA et au Sénégal. Une bonne articulation des interventions des PTF et leur orientation sur les priorités structurantes ainsi qu'une implication effective du secteur privé peuvent conduire à une accélération de l'industrialisation des pays de l'UEMOA. Merci beaucoup. Voilà donc, chers participants, ce que j'ai partagé avec vous. Tout en remerciant en tout cas le groupe ISM de m'avoir impliqué dans ce débat. Merci beaucoup, docteur Sanko, et particulièrement aussi pour avoir tenu vraiment le délai de présentation. Vous étiez sharp dans les 15 minutes qui vous sont allouées. Donc, merci vraiment d'avoir partagé avec nous et l'ensemble des participants donc, cette thématique importante relative à l'implication, la rationalisation disons, de l'intervention des partenaires techniques et financiers et aussi la nécessité d'impliquer plus fortement le secteur privé dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique industrielle. Je voulais peut-être, juste pour résumer et puis pour dire un mot par rapport à l'intervention des PTF. Moi qui ai eu la chance de parcourir ce continent pour discuter avec, dans beaucoup de pays de la politique industrielle, et c'est quelque chose qui est souvent revenu. Vous savez, pendant les 10 premières années ou même les 15 premières années, disons, de ce siècle, au tournant des années 2000, l'agenda international de développement, c'était les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement. Et effectivement, l'industrie était quelque peu exclue, à raison notamment donc, du focus qui était principalement sur les secteurs sociaux. Et donc, du coup, l'industrie était quelque peu délaissée par l'intervention des PTF. Vous l'avez bien souligné, vous l'avez illustré d'ailleurs à travers le cas du Sénégal. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'industrie, il faut avoir aussi une vision large de l'industrie. Parce que quand vous faites une politique d'infrastructure, c'est une politique industrielle. Quand vous faites une politique de formation, c'est une politique industrielle. Et donc, puisque ces volets délaisser complètement le secteur ou la politique